En a-t-on définitivement fini avec le coronavirus alors que le port du masque ne sera bientôt plus obligatoire en intérieur et qu'une nouvelle réunion doit avoir lieu avec le ministre de l'Éducation nationale? Profs, élèves et parents vont-ils enfin retrouver une vie normale? Voici notre question du jour. Et pour y répondre, j'accueille Prisca Thévenot, porte-parole d'En Marche. Bonjour. Bonjour. Avec nous également par Skype, le docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin, urgentiste, éditorialiste médical et directeur médical de Doctissimo. Soulagement dans les cours de récréation depuis la rentrée des vacances d'hiver avec la fin du masque obligatoire en extérieur. Et depuis jeudi, encore mieux, on apprend qu'à partir du 14 mars, le masque ne sera plus obligatoire également en intérieur. Prisca Thévenot, j'ai envie de dire enfin. Enfin, j'ai envie de dire, heureusement qu'effectivement, nous ne sommes pas sous la coupe d'un nouveau variant et que l'ensemble des Français ont poursuivi leurs efforts parce que ce enfin, en fait, c'est plutôt un merci qu'il faudrait dire parce que l'ensemble des Français, des professeurs, des enfants ont respecté les protocoles qui ont été mis en place dans tous les établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, et puis dans la vie de tous les jours. Donc oui, nous sommes soulagés. Nous avons une date qui est le 14 mars, sachant que le ministre de l'Éducation nationale ce matin, Jean-Michel Blanquer, a bien insisté sur le fait qu'il s'agissait du masque, mais qu'il y a encore l'ensemble des protocoles à alléger progressivement, de façon intelligente par rapport à ce qui a été fait jusque-là, et que le 9 mars allait être réuni effectivement au ministère l'ensemble des représentants syndicaux et des autorités de santé compétentes pour voir comment on pouvait aussi alléger les protocoles sanitaires dans nos établissements scolaires. Ouais, donc ça, ce sera mercredi, nouvelle réunion avec le ministre de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants. Mais pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps finalement? On a l'impression qu'il y a quand même un décalage entre la réalité de la situation sanitaire et les prises de décision de l'exécutif, notamment lorsqu'il s'agit de l'école. Prenons par exemple ce premier allègement, la fin du masque en extérieur. Ça, clairement, est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire au moment de la rentrée de janvier ? Au moment où on avait encore la double vague, Delta et Omicron, je pense que là, pour le coup, ça aurait été peut-être un petit peu prématuré. Je parle du port du masque en extérieur, hein. Oui, mais sachant que dans les écoles, on parle bien des écoles, oui. Et dans les écoles, les cours sont quand même beaucoup plus petites, les enfants ont quand même une densité qui font qu'ils sont beaucoup plus proches les uns des autres, et puis les jeux de contact, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais moi j'en ai, je sais très bien que c'est compliqué de dire à des enfants de ne pas jouer ensemble dans la cour de récréation, et donc les jeux sont souvent des jeux de proximité. Encore une fois, l'ensemble des protocoles qui ont été mis en classe dans les écoles n'ont pas été faits pour enquiquiner les enfants, ni les parents, et encore moins les professeurs, mais bien de faire en sorte que nous puissions continuer à avoir nos écoles ouvertes, alors qu'en janvier, nous avions une double vague, Omicron et Delta. Gérald Kierzek, il me semble que le port du masque en extérieur dans les écoles, vous, à la base, vous n'étiez pas pour. Mais ça ne sert à rien. Enfin, de même que ces protocoles mis en place par l'Éducation nationale sont des protocoles politiques, et il y a le calendrier politique, il y a les mesures politiques, et il y a le relâchement dans un calendrier politique que je comprends totalement, mais sur un plan médical et scientifique, évidemment que le masque à l'extérieur ne sert à rien, évidemment que le masque chez les enfants n'était pas respecté ou difficile à respecter, donc de toute façon on a bien vu les vagues de contamination, et quand on parle de vagues, ce sont bien des contaminations, ce n'est pas des vagues de cas graves, et quand on parle de double vague Omicron, Delta, on voit bien que ça n'a pas eu de répercussions hospitalières. Donc tout ça fait que médicalement ou scientifiquement, on aurait pu relâcher beaucoup plus tôt, on aurait pu ne pas mettre en place un certain nombre de mesures, mais après je comprends que d'un point de vue politique, c'était compliqué, d'un point de vue de gestion de l'hystérie médiatico-politique, puisqu'on peut parler de mesures hystériques quand on a vu ces courbes, ces chiffres, etc. Le politique était obligé de faire quelque chose, il l'a fait, mais d'un point de vue médical, moi j'étais un des premiers dès décembre à dire mais calmons-nous sur Omicron en particulier. J'avais même écrit, et Dieu sait si on m'a reproché d'avoir écrit ça en disant c'est une chance, mais évidemment Omicron est une chance, et on voit bien que le fait de contaminer des enfants, ça permet de contribuer aussi à une immunité collective via une immunité post-infectieuse, une immunité naturelle, et ça a participé là aussi à la descente de cette vague de contamination, ou en tout cas au fait qu'on ait une barrière dans la population. Alors, je vous vois froncer les sourcils, Prisca Thévenot. Depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je ne sais pas que je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas revenir. Je ne suis pas médecin, donc je ne me permettrai pas de dire que je ne suis pas docteur avec un docteur qui a fait des études en sciences. Et j'ai beaucoup de respect pour la science et je la conteste pas. Ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, cet avis en est un sur le port du masque. Je dis, oui, bien sûr. Dans les écoles. Et on a aussi d'autres autorités de santé qui n'avaient pas
forcément le même avis. Il fallait trouver un juste milieu pour pouvoir, encore une fois, tenir ces écoles ouvertes. Je ne suis pas complètement d'accord par contre, et là, c'est pas forcément médical, sur le fait que le port du masque n'était pas bien mis, ou alors je l'ai mal compris dans les écoles. Moi, je le vois au sein des écoles que j'ai pu fréquenter, en tant que maman, mais aussi parce que j'ai été voir certains établissements scolaires, et le port du masque est globalement très bien porté dans les écoles, parce que aussi les enseignants, tout le personnel scolaire a fait un travail de pédagogie auprès des enfants, et que les enfants, honnêtement, ont beaucoup souvent mieux mis le masque et respecté les gestes barrières que nous, même les adultes. Bon, alors si effectivement maintenant on met de côté effectivement cette rentrée de janvier avec cette double vague Omicron Delta, la rentrée des vacances d'hiver, Prisca Thévenot, est-ce que finalement elle était utile, cette étape intermédiaire? Parce que là on parle du 14 mars pour le retrait du masque également en intérieur. On a l'impression, on se demande, est-ce que 2 semaines, c'est vraiment beaucoup, quoi? Est-ce que finalement, là, au moment de la rentrée des vacances d'hiver, on n'aurait pas pu se dire, bon, bah, c'est bon, ça y est, on arrête tout? Il y a eu des brassages aussi pendant ces vacances. Heureusement, les Français qui ont pu se retrouver en famille, ont pu partir en vacances. Et donc, il peut y avoir aussi des nouvelles formes de contamination parce qu'on est sorti de ces cercles habituels de fréquentation. Donc, je pense que, est-ce que, au regard des semaines, des mois et même de l'année qui vient de s'écouler, 2 semaines, c'est incroyable, je ne suis pas sûre. Encore une fois, il ne s'agit pas dans la surprotection, il s'agit juste dans la précaution. C'est quoi? C'est un sas de sécurité finalement ces 2 semaines? Faisons attention. Post-vacances. Voilà, soyons progressifs. Il a toujours été annoncé que le calendrier de desserrement et de relâchement des mesures serait progressif. Il s'agit de 2 semaines. Je peux comprendre que c'est encore 2 semaines, mais qu'est-ce que 2 semaines au regard de l'ensemble des efforts que nous avons tous faits au cours de ces dernières années? Gérald Kierzek nous parlait de décisions politique, c'est une décision scientifique ou politique? Vous savez, l'ensemble des décisions qui ont été prises dans le cadre de cette crise sanitaire sont fondamentalement politiques. Pourquoi? Parce qu'elles s'appuient bien évidemment en premier lieu sur le sanitaire, ça c'est indéniable, mais elles s'appuient aussi sur des considérations qui sont économiques, qui sont psychologiques, qui sont d'ordre sanitaire plus global. Donc elles sont politiques. Par contre, elles ne sont pas politicienne. Et c'est ça qu'il faut bien souligner, sinon ça serait le Covid qui serait en train de faire une campagne politique. Mais des nouvelles qui arrivent le même jour que l'entrée en campagne officielle d'Emmanuel Macron. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de maladresse, quelque part? Je ne sais pas si c'est une forme de maladresse. On pourrait aussi dire la guerre qui se déclare en Ukraine à quelques jours de la déclaration, c'est une forme de maladresse. Mais ça, on ne le maîtrise pas. Bah non, mais le virus non plus, on ne le maîtrise pas. Oui, mais les annonces, on les maîtrise. Attendez, je veux bien. Là, pour le coup, ça devient un petit discours un peu politicien. Et j'en souris, mais c'est dramatique en réalité. Non, la Covid n'a pas d'agenda politique, ou en tout cas, sinon, j'ai rien compris. Et non, le président de la République aurait préféré faire cette campagne de façon différente. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son adresse aux Français via la lettre qui a été publiée. Encore une fois, là, quand on regarde le calendrier progressif de desserrement des mesures, oui, ça se passe en France, mais ça se passe aussi partout en Europe en même temps. Donc, je pense que là, plutôt que d'essayer de trouver la raison du pourquoi et du comment, soyons peut-être un peu contents ensemble. On a une bonne nouvelle qui, en ce moment, elles ne sont pas nombreuses. Donc, espérons que ce calendrier puisse se mettre en place, que nous n'avons pas une nouvelle vague qui nous arrive au coin du nez et qu'on puisse enfin pleinement se concentrer sur autre chose. Là-dessus, on est tous d'accord, c'est un soulagement pour tout le monde. Comprenez juste que ça peut surprendre. Il y a encore quelques semaines, Olivier Véran parlait d'un arrêt du pass vaccinal possible à partir du mois de juillet. Finalement, c'est annoncé au 14 mars. Tant mieux. Tant mieux. L'inverse aurait été embêtant. J'ai envie de dire, si ça se passe comme ça, tant mieux. Encore une fois, je préfère qu'on annonce des mesures en disant finalement on pourra desserrer plus rapidement que ce qui était prévu initialement, que l'inverse. On a jusqu'à présent un peu trop connu l'inverse. Là, nous ne l'avons pas. Donc, continuons à rester très précautionneux. Moi, je vois qu'il y a des endroits où le port du masque n'est plus obligatoire depuis un moment et pourtant les Français continuent à le mettre par précaution parce qu'ils sont aussi très conscients des efforts qui ont été faits. Donc, il est tout à fait normal que si les mesures sont allégées en population générale, elles le soient aussi pour nos enfants en milieu scolaire. Docteur Kierzek, concrètement, aujourd'hui, quelle est la situation dans les services d'urgence? Est-ce qu'il y a encore des patients Covid aujourd'hui?
Alors, dans les services d'urgence, j'allais dire, il n'y a quasiment jamais eu de patients Covid. Je vous rappelle que même durant la première vague, on avait moins 30 à 40% des services d'urgence, une baisse d'activité de 30 à 40%. Donc, c'est les services de réanimation dans 2 régions, Île-de-France et Grand Est. Là, quand on regarde les chiffres, on est à un peu moins de 2400 patients en soins critiques. Ce n'est pas que de la réanimation. Donc, soins critiques, je vous rappelle qu'il y a 20 000 lits de soins critiques. Donc, on est à 10% de remplissage. Comme chaque année, il y a des infections virales, respiratoires. Il y a des décès. On ne peut pas arriver à 0 décès, mais on sait qu'il y a une différence entre des gens hospitalisés ou qui meurent avec le Covid, de gens qui meurent à cause du Covid. Et très souvent, le Covid est un facteur déclenchant, malheureusement, d'un état de santé déjà extrêmement précaire. Donc là aussi, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes. Je sais que c'est très inquiétant pour des gens de voir, qui ne connaissent pas la situation hospitalière, de voir que chaque jour, il y a 200, 300 morts du Covid. Aujourd'hui, enfin les dernières 24 heures, il y en avait 161. C'est toujours trop, bien sûr, mais je vous rappelle que c'est dans un contexte de 1700 morts naturelles par jour. Chaque jour, il y a 1700 patients qui meurent et ça ne fait pas la une des journaux. Donc la situation dans les services hospitaliers, elle n'a pas eu depuis des semaines de conséquences particulières à cause, et j'allais dire grâce à Omicron, qui est un virus qui n'a pas conduit les gens à l'hôpital et heureusement. Juste sur l'atterrissage, parce qu'il va falloir atterrir et sur une potentielle nouvelle vague, tout dépend comment on va la gérer, cette nouvelle vague. Encore une fois, ce n'est pas une vague de conséquences hospitalières, c'est une vague de contamination. Et il est fort probable qu'avec Omicron et peut-être avec d'autres variants recombinants, on aura d'autres vagues. Plus on teste, plus on trouve. Après, c'est comment on gère cette vague. Soit on la gère de manière panique et on se dit « oulala, les cas montent, etc. » Et ben, on va repartir dans une hystérisation du débat. Soit on se dit « bon, on n'a pas de conséquences hospitalières. Oui, il y a une nouvelle vague et je pense qu'il faudrait vraiment changer ce terme de vague et je pense surtout qu'il va falloir arrêter de tester les gens. Et à ce moment-là, on va pouvoir gérer les choses de manière précise, comme on fait en médecine chaque année. Et c'est la même chose sur les traitements. Il n'est pas question d'aller donner des pilules miracles qui n'existent pas à tout le monde. En revanche, c'est de traiter les plus fragiles. C'est une pathologie, le Covid, qui touche les plus fragiles. Protégeons les plus fragiles. Vous parlez de nouvelle vague, donc selon vous, on n'en a pas réellement fini avec le virus alors ? Non, on n'en a pas fini avec le virus. C'est-à-dire que la stratégie du zéro Covid, comme ça avait été prôné par certains, voire par certaines autorités scientifiques, on voit bien que c'est complètement une chimère, c'est illusoire. On va vivre avec ce virus, on ne peut pas supprimer l'air, donc on ne pourra pas supprimer ce virus-là. On passe tout simplement d'un virus pandémique à un virus endémique, c'est-à-dire qu'on va cohabiter avec. Et il va falloir, je regardais le président Biden qui a annoncé un plan sur le nouveau normal, the new normal. Eh bien voilà, il va falloir qu'on revienne au normal. Est-ce que c'est un nouveau normal ou pas ? En tout cas une situation de gestion. Comme on fait en médecine, vous savez, quelqu'un qui est fragile, on va le surveiller comme le lait sur le feu, on va lui donner un saturomètre pour qu'il rentre à la maison, on va lui prescrire des médicaments ou un scanner précocement et on va avoir ce patient-là en hospitalisation sous la main si besoin, alors que quelqu'un qui est en pleine santé, eh bien, on va pouvoir le faire rentrer à la maison et le surveiller d'un peu moins près. Mais tout ça, c'est une question de médecine de bon sens. En fait, on a perdu la médecine de bon sens avec cette crise-là et je ne peux que le regretter. Et si on décide, moi je l'avais dit déjà il y a des mois, si on décide de traiter le coronavirus de manière normale, on n'a pas à bloquer tout un pays. Et d'ailleurs, là, il faut rendre hommage au président Macron. Si en janvier 2021, il n'avait pas dit « on a un cap, on ne bloque pas le pays, on ne reconfinera pas », je vous rappelle qu'il y a beaucoup de médecins, voire d'autorités scientifiques, qui voulaient confiner. Donc ça, on ne peut que lui être gré d'avoir tenu ce cap-là. Là où après il a utilisé à des fins politiques cette vague Omicron, c'est sur ce pass vaccinal et je pense qu'il serait de bon ton maintenant, vu la situation, de supprimer et pas de lever ce pass vaccinal. On en parlait effectivement il y a quelques secondes avec Prisca Thévenot. Vous pensez donc qu'on a raison déjà de le lever au 14 mars ? Pour vous, c'est pas trop tôt ? Il faut le supprimer. Ce n'est pas une histoire de lever. Il faut supprimer ce pass vaccinal qui, pour moi, est une aberration sur le plan médical. D'ailleurs, il a été passé un peu en force au mois de décembre dans une vague, comme vous dites, d'Omicron, Delta, etc., mais avec aucune conséquence hospitalière. Et puis même, on a bien vu que ce n'est pas le vaccin qui protège des contaminations. Si le vaccin protégeait des contaminations, eh bien, on n'aurait pas eu cette... Je ne sais même plus le numéro de la vague. C'est 4, 5, 6. En tout cas, on voit bien que cette vague-là de contamination, c'est-à-dire de cas positifs, lié à une politique de tests complètement aberrante. Là aussi, dépenser 1,6 milliard de tests par mois, ça me paraît complètement, et pas que moi d'ailleurs, complètement aberrant, mais c'était pour ce pass vaccinal. Or, le vaccin, donc le pass vaccinal, n'est pas proportionné par rapport à la gravité de la situation sanitaire. Ça ne l'était pas au mois de décembre, ça l'est encore moins au mois de mars. Quand vous dites pass vaccinal, pour vous, il faut supprimer pass vaccinal et pass sanitaire également ?
Ah oui, il faut supprimer passe vaccinal et passe sanitaire qui n'ont pas d'intérêt. Et surtout, il faut revenir à une stratégie personnalisée. C'est-à-dire qu'on a eu des mesures en début de crise. Là encore, je peux les comprendre. On ne savait pas ce qui allait arriver en France et en Europe. Il y a eu des mesures généralisées. Or, on s'est rapidement aperçu que c'était une pathologie qui touchait les plus fragiles. Et donc, il fallait personnaliser les mesures. Et donc, la vaccination. Et il faut vacciner les gens les plus à risque, les gens fragiles, les plus de 65 ans, les patients obèses ou les patients atteints d'un déficit immunitaire. Mais ces mesures, elles doivent être personnalisées, elles ne doivent pas être appliquées à toute la population. On voit bien que, pardon, mais vacciner des gens qui ont zéro risque de faire une forme grave, ça n'a pas de sens. Donc aller contraindre ou d'aller supprimer l'accès à certains lieux, ça n'a vraiment pas de sens sur le plan de la situation épidémiologique. Et puis alors le pass sanitaire, pardon, mais rentrer à l'hôpital avec un pass sanitaire, je trouve ça tout simplement contre les valeurs de l'hôpital et d'accueil des patients ou des patients ou des familles. Imaginez quand même que des familles n'ont pas pu voir leurs proches, tout ça parce qu'elles n'avaient pas de pass sanitaire. Prisca Thévenot, pourquoi ne pas supprimer le pass sanitaire au 14 mars ? Non, mais en fait, moi, ce que je ne comprends pas depuis tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'on oublie juste un mot, c'est la vaccination. Non, le grand sauveur, je suis désolée, ce n'est pas Omicron. Le grand sauveur, c'est la vaccination et la campagne de vaccination. Et donc oui, il a fallu mettre en place des outils pour pouvoir inciter massivement à la poursuite de la campagne de vaccination quand elle pédalait un petit peu et quand on avait épuisé un peu tous les recours pour expliquer l'importance de cette vaccination. J'ai l'impression qu'on est en train de se dire que là, on parle d'une grippe qui a un peu paralysé le monde entier pendant 1 an et demi. Non, il s'agit d'un virus qui nous a violemment percutés, qui a causé de nombreux morts, qui a envoyé de nombreuses personnes en réanimation, en hospitalisation. Et puis il y a un truc dont on ne parle pas du tout là, qui est le Covid long, qui a notamment fait des débats au sein de l'Assemblée nationale, et c'est très bien. Donc encore une fois, l'objet du pass sanitaire, du pass vaccinal, c'est bien aujourd'hui qu'on puisse s'en dire, et j'en suis ravie, qu'on puisse presque oublier ce qu'on a traversé. Tant mieux. Mais attention, ne soyons pas indécents et n'oublions pas qu'il y a des familles qui sont endeuillées, qu'il y a des gens qui sont encore en réanimation et il y a des gens qui sont en Covid long. Donc oui, le seul et unique sauveur de tout ça et ce qui nous permet aujourd'hui de lever progressivement l'ensemble de ces mesures, c'est la vaccination. La vaccination qui a notamment été impulsée aussi à un moment par le pass sanitaire et par le pass vaccinal. Prisca Thévenot, on en parlait au début de ce débat. Une réunion doit se tenir mercredi entre le ministre de l'Éducation nationale, les syndicats d'enseignants et le ministre de la Santé. On sait ce qui doit être discuté lors de cette réunion ? Ben justement, c'est l'allègement des protocoles. À l'école ? À l'école. Parce qu'effectivement, il y a le masque dont on a parlé en début d'émission, mais il y a aussi l'ensemble des protocoles. C'est-à-dire le brassage des différentes classes au moment des repas, au moment de la récréation. Mais il y a également aussi le sujet quand un professeur est absent, est-ce qu'on peut redispatcher l'ensemble des élèves dans les autres classes ? Tout ça, ça fait partie des protocoles qui sont en ce moment en vigueur dans les écoles et qu'il va falloir discuter pour voir comment il est possible de les alléger. Ça se fait en concertation, bien évidemment, avec les autorités de santé, mais aussi avec les syndicats de professeurs, mais aussi de tout l'ensemble du personnel éducatif. Qu'en est-il aussi, vous parliez de vaccination, qu'en est-il de la vaccination des enfants, puisque depuis le 22 décembre dernier, tous les enfants de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner. On se souvient d'ailleurs qu'il fallait au départ le consentement d'un parent, puis de 2, puis d'1. Là aussi, il y avait eu un petit souci d'organisation à ce niveau-là. On en est où aujourd'hui ? Alors, l'obligation vaccinale, il n'y a pas d'obligation vaccinale, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Et sur le sujet des enfants, c'était une recommandation qui avait été mise en place. Donc, il y a un certain nombre... Alors, pour les adolescents, il y a eu quand même essentiellement beaucoup de vaccinations, notamment dès le mois de juillet de l'année dernière, puisque c'est là que ça a commencé à rentrer en vigueur. Parce qu'on avait mis le pass sanitaire pour les adolescents. Oui, mais ils l'ont fait. Oui. Ils l'ont fait assez rapidement et ils s'y sont pliés aussi parce qu'ils se disaient on va se réunir cet été, on va pouvoir se réunir et donc on veut pouvoir le faire tranquillement, librement, sans se soucier d'avoir potentiellement contaminé gravement quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc il y avait ce sujet-là. Pour les enfants, la vaccination clairement n'a pas été aussi importante pour les plus petits. J'ai envie de dire, on ne va pas aujourd'hui se dire si c'est bien, pas bien. Tout ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on va pouvoir desserrer. Docteur Kierzek, selon vous, il fallait vacciner les enfants de 5 à 11 ans ?
Non mais surtout pas, et je ne peux pas laisser dire que ce qui nous a sauvés de cette épidémie, c'est la vaccination. Ce qui a sauvé, c'est la vaccination chez les personnes fragiles. Je vous rappelle que la mortalité des gens de moins de 60 ans chez des gens en pleine santé, elle est de 0% ou quasi 0%. Donc la vaccination, et je suis pro-vax, la vaccination, elle est intéressante et avec bénéfice chez les gens à risque. Et donc, chez les enfants, les 5-11 ans, il y a une balance bénéfice-risque qui n'est pas favorable en termes de vaccination. Il ne faut pas vacciner les enfants de 5 à 11 ans parce que ça n'empêche pas les contaminations, ça n'empêche pas les formes graves parce qu'il n'y a pas de formes graves. Et donc, je pense qu'il serait raisonnable, et d'ailleurs, je note qu'il n'y a pas eu d'obligation vaccinale, heureusement, mais il serait souhaitable d'être raisonnable et de se rendre compte que le risque de la maladie chez les enfants, malgré tous les éléments de langage, malgré toute la communication alarmante et à mon avis délétère qui a été faite auprès des parents en disant il y a des formes graves, etc. Ce qui est, quand vous regardez les chiffres, faux. Il faut dire que les enfants ont participé plus exactement en se contaminant entre eux. Ils ont été une barrière. Ils ont développé une immunité naturelle qui a été une immunité collective, en tout cas qui a permis d'endiguer ce virus-là. Donc il ne faut surtout pas vacciner les 5-11 ans. Quant aux adolescents, vous disiez que la vaccination, oui, ils ont joué le jeu parce qu'ils n'avaient pas le choix. Hein, et là aussi, ils ont très très peu de risques de formes graves, pour ne pas dire 0%, encore une fois, si vous n'avez pas d'antécédents. Mais de dire, comme vous venez de le faire, que ça empêchait la contamination de quelqu'un qui ne serait pas vacciné ou qui risquerait de développer une forme grave, c'est faux. Parce que non, c'est faux. On sait très bien que, et on l'a vu encore une fois avec la 5e ou 6e vague, que ça n'a pas empêché les contaminations. Donc encore une fois, il y a des éléments de langage ou un calendrier politique. Non, c'est pas des éléments de langage. Mais docteur, je me permets. Non, je me permets. Je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on est en train de refaire l'histoire et c'est dommage, alors qu'on devrait plutôt être en train de se satisfaire qu'on est en train aujourd'hui de penser à desserrer et à sortir de cette crise épidémique. Quand je vous écoute depuis tout à l'heure, ça me chagrine un peu parce que j'ai l'impression qu'on s'est juste embêté pendant 2 ans sur une grippe. Non, c'était quand même quelque chose d'extrêmement grave. On a appris à connaître ce virus au fil des semaines, au fil des mois, et là on est en train de refaire l'histoire comme si on avait toutes les données d'aujourd'hui hier. Ce n'est pas vrai. Et la vaccination, je suis désolée docteur, vous le dites peut-être pas aujourd'hui, mais vous le disiez sûrement à l'époque, et vos collègues le disent, et les autorités de santé françaises, européennes et internationales le disent. Non, ça ne réduit pas à 100% la contamination, non, ça ne réduit pas à 100% le risque de finir en hospitalisation, mais ça les réduit considérablement. Et rien que ça, c'est quand même une grande avancée. Hein. Docteur Kierzak, madame, encore une fois, dans une population ciblée. C'est-à-dire que, et je ne suis pas en train de reprocher d'avoir pris des mesures généralisées. Errare humanum est, on ne savait pas ce qui allait arriver. En revanche, persévérer dans cette erreur et de dire, et on voit bien qu'Israël recule sur la 4e dose, on voit bien qu'aucun pays n'a mis en place une obligation vaccinale des 5-11 ans, y compris d'ailleurs les États-Unis qui étaient quand même très pushy sur cette vaccination. Pourquoi ? Parce que la science est en train de montrer que ça n'a pas d'intérêt, que la balance bénéfice-risque n'est pas favorable. Donc encore une fois, un vaccin comme un médicament, ça se donne quand on a un intérêt dans une population et il faut cibler de manière personnalisée. Et refaire l'histoire, c'est pas refaire l'histoire, mais il va falloir faire un retour d'expérience. Et en particulier, on parlait du masque à l'école, on parlait des mesures de confinement, etc. Il va falloir faire un retour d'expérience sur qu'est-ce qui a été utile, de qu'est-ce qui n'a pas été utile. Ne serait-ce que pour avoir des mesures proportionnées si jamais on a ce virus ou un autre qui revient. Alors, docteur Kierzak, une question concrète pour les téléspectateurs qui nous regardent. Fin donc du pass, suspension du pass vaccinal à partir du 14 mars. Concrètement, les personnes qui n'auraient pas encore fait leur 3e dose le 14 mars, devront-ils quand même la faire ? C'est la question que je vous pose. Ah ben j'en sais rien, parce que là les règles changent globalement. Non mais donc, en termes de... Est-ce que vous conseillez aux gens de se faire vacciner ? Non mais le booster de 3e dose chez des gens sans antécédents particuliers, on voit bien qu'il est quand même remis en question en termes d'efficacité. Donc, et ça, toutes les études scientifiques le disent. Donc il va falloir que la Haute Autorité de Santé, il va falloir que les recommandations soient claires pour dire est-ce que ces gens-là, vu la situation épidémique actuelle, qui était certes pas la même au mois de décembre, les autorités de santé se prononcent et on suivra ce que les autorités de santé disent. Après, sur un plan de relation médicale, je pense que c'est une relation entre le médecin et son patient en fonction de l'état de santé de son patient. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à une stratégie vaccinale, encore une fois, individualisée. Les Suisses, je regardais un spécialiste de maladies infectieuses et de vaccinologie qui disait qu'il faut qu'on arrive à une relation individualisée
comme c'est de la médecine qu'on fait habituellement, et qu'on arrête une vaccination généralisée. Donc les Suisses le font. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive aussi à cet atterrissage-là en France. Prisca Thévenot, dernière question. On évoquait tout à l'heure l'entrée officielle d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle. Alors même s'il n'a pas encore dévoilé son programme, le président de la République a indiqué vouloir donner la priorité à l'école et aux enseignants qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, je ne suis pas candidate, je suis porte-parole, mais effectivement, c'est s'inscrire dans la suite logique de ce qui a été fait pendant 5 ans. On ne dit pas que tout a été fait, mais on dit qu'on va s'appuyer sur ce qui a été fait et l'amplifier. Effectivement, donner plus de liberté, par exemple, sur les enseignements, sur la spécialisation. On l'a pu le voir dans la réforme du lycée, mais également permettre aux enseignants d'être beaucoup plus rémunérés, parce que nous savons qu'il y a un gap et qu'il faut le combler. Ça commence à être fait au cours de ce quinquennat, notamment avec le Grenelle de l'éducation, où on a des enseignants en début de carrière qui ont pu avoir une revalorisation de l'ordre de 180 €, je crois, sur les 2 premières années. Il faut poursuivre, il ne faut pas s'arrêter à cela. Et puis enfin, excusez-moi, il faut continuer à faire de l'école cet endroit où on peut lutter sur les inégalités de destin dès le début. On a mis le dédoublement des classes en place, on a mis les dispositifs devoirs faits, on a mis aussi le sujet du petit déjeuner gratuit, sur lequel vous m'aviez invité sur cette chaîne pour en parler. Ça participe de cela, il faut continuer. Et rapidement, concernant les retards pris pendant ces 2 années de Covid par les enfants, est-ce que le président compte faire quelque chose s'il est réélu ? Alors déjà, il faut souligner que par rapport au fait de ne pas fermer les écoles, ça a quand même une incidence. On a permis aux écoles de continuer à pouvoir rester ouvertes pour nos enfants, pour le système éducatif, bien évidemment, mais aussi pour tout un tas de raisons qui sont sanitaires, alimentaires et psychologiques. Et on voit sur les évaluations de CP, CE1 et 6e que les résultats restent quand même très bons, mais bien évidemment, il ne s'agit pas de se satisfaire, il s'agit de continuer à avancer et de voir effectivement sur quelle ligne exactement le président se prononcera. Merci Prisca Thévenot, porte-parole d'En Marche, d'avoir été avec nous. Et merci également à Gérald Kierzek. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, éditorialiste médical et directeur médical de Doctissimo.